Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien exclusif sur Canal 3 Télévision entre le Bénin et le Niger. Les relations sont devenues encore plus tendues avec la récente décision des autorités béninoises, le blocage de l'exportation du pétrole nigérien depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 et les sanctions prises par la CEDEAO. Les bonnes relations entre les deux pays ont pris un coup. La levée des sanctions, la réouverture de la frontière côté Bénin et les multiples démarches et déclarations des autorités béninoises pour normalisation des relations n'ont pas réussi à ramener les nouvelles autorités du Niger à un meilleur sentiment. Le Bénin a-t-il vraiment montré toute sa bonne foi pour un retour à une relation normale? Comment comprendre la position des autorités nigériennes et de quoi sera fait justement l'avenir entre les deux pays? Pour en parler, nous sommes avec le professeur Victor Tokpanou, universitaire, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux et aujourd'hui député du parti Union progressiste Le Renouveau à l'Assemblée nationale. Bonsoir honorable et merci de nous recevoir. Bonsoir, c'est un plaisir à Et bien voilà, partager. sur notre sujet, comme bien d'autres Béninois, on se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas entre le Bénin et le Niger. Mais écoutez, tout le monde sait ce qui ne va pas. C'est juste que tout le monde regrette qu'on en soit arrivé là. On en est arrivé là, tout le monde sait que, aussi bien du côté béninois que du côté nigérien, voire même dans toute la sous-région, parce que c'est un carrefour. Beaucoup oublient que souvent il y a du transit vers le nord du Nigeria qui passe par le Niger en partance du Bénin. Donc le Nigeria est tout aussi concerné, mais évidemment c'est une situation suffisamment regrettable et je pense que les principaux acteurs eux-mêmes sont les plus malheureux de vivre une pareille situation. Maintenant vous me demandez pourquoi on en est arrivé là. C'est vrai que tout est parti du coup d'État qu'il y a eu au Niger. Je pense que ça faisait le troisième ou quatrième coup d'État dans la sous-région, dans l'espace CEDEAO, de la Guinée au Burkina, en passant par le Mali. Et donc la situation du Niger est arrivée probablement au pire moment, un moment où les responsables de la CEDEAO ont estimé que c'était probablement le coup d'État de trop, ce qui explique sans aucun doute la sévérité des mesures qu'ils ont prises. Autrement dit, ils avaient le sentiment que s'ils étaient encore relativement mous, comme ils l'ont été peut-être avec le Burkina Faso, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas eu beaucoup de sanctions contre le Burkina Faso, parce que personne ne voulait aller vraiment à l'extrémité, hein. On est tous d'accord. Mais ils se sont dit, après ça, si on ne monte pas un peu le ton, qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays? Est-ce qu'on laisse faire? Donc je pense qu'ils étaient vraiment en situation de responsabilité et donc ils ont pris les sanctions qui s'en ont suivies, notamment la fermeture des frontières. Il y a même le Nigeria, me semble-t-il, qui avait coupé l'électricité, ce qui n'est pas anodin, je le rappelle à toutes fins utiles. Et donc, effectivement, au bout de 2 mois, je pense qu'ils se sont rendus compte par eux-mêmes que les sanctions étaient trop dures. En tous les cas, ils sont revenus là-dessus. Et donc, malheureusement, ce que l'on a constaté, c'est qu'après la levée des sanctions de la CEDEAO, que le Bénin ait réouvert la frontière avec le Niger a persisté à ne pas réouvrir ses frontières avec le Bénin. Je pense que le problème est parti de là. Je le rappelle parce qu'avec le Nigeria, qui lui aussi a fermé sa frontière, le Niger a réouvert ses frontières avec le Nigeria, alors même que, je rappelais tout à l'heure, que le Nigeria est allé encore plus loin dans les sanctions en coupant l'électricité. Et il a été dit à l'époque que cette sanction particulière a occasionné des morts pour cause d'absence d'électricité. Au niveau des centres de Au santé niveau des surtout. centres de santé surtout, à la limite même au niveau de l'alimentation, parce que les réfrigérateurs, s'ils ne fonctionnent pas, vous mangez des produits avariés, et puis voilà. Donc, les sanctions du Nigeria étaient encore beaucoup plus dures, me semble-t-il. Et pourtant, quand la CEDEAO a décidé de lever les sanctions, que le Bénin, au même titre que le Nigeria, ont réouvert, le Niger a estimé qu'il pouvait réouvrir avec le Nigeria, mais pas avec le Bénin. Le problème est parti de là. Et donc, du coup, en décidant de ne pas réouvrir leurs frontières, il fallait bien trouver une justification.
Et la première justification, du moins officiellement avancée, c'est le soupçon qu'il faisait peser sur le Bénin qu'il y aurait des troupes amassées à la frontière pour attaquer le Niger. D'accord. On reviendra dans un temps sur cet aspect. Alors, quand vous avez fini de faire ce récit, comment comprendre que les autorités du Niger ont eu dent contre le Bénin dans les sanctions que la CEDEAO a plutôt appliquées contre le pays? Ils ont un regard plutôt plus fixé sur le Bénin que les autres pays membres de la CEDEAO. Oui, en tout cas, ce n'est pas compréhensible, formellement. Parce que le Bénin n'a rien fait de plus que la CEDEAO en a demandé. Et on ne peut pas dire que c'est un acte unilatéral du Bénin. C'est un acte collectif décidé par la CEDEAO. Évidemment, tous les pays n'ont pas eu le même comportement vis-à-vis de cette décision de la CEDEAO, notamment le Togo. Mais ce que les gens ne regardent pas assez, c'est que ce qu'on appellerait dans le jargon des relations internationales la ligne de front, c'est-à-dire les pays frontaliers du Niger, il y en a 4 qui appartiennent à la CEDEAO, je vais dire. Vous avez le Mali, vous avez le Burkina, évidemment par alliance, eux ne pouvaient pas mettre en application les sanctions, donc il restait que le Nigeria et le Bénin. Le Togo n'est pas frontalier du Niger. Donc le Togo pouvait avoir une attitude différente des autres, puisque la décision qui a été prise, notamment, était la fermeture des frontières. Et donc, il ne restait que 2. Et parmi les 2, comme par hasard, il y a un grand, le plus important de la sous-région, je pense au Nigeria, et il y a un petit, c'est le Bénin. Peut-être que c'est de ça que nous pâtissons, parce que rien n'explique que le pouvoir nigérien, à moins qu'il y ait des arguments secrets qui ne nous aient pas été encore révélés. Mais en l'état actuel des connaissances, rien ne justifiait que les Nigériens acceptent de réouvrir avec le Nigeria, qui a pris les sanctions les plus dures, je rappelle, et alors que le Bénin n'a fait qu'appliquer, comme le Nigeria, mais moins que le Nigeria, les sanctions de la CEDEAO. Donc, a priori, il y a probablement quelque chose qui nous échappe à ce jour, mais officiellement, on n'a rien à nous reprocher. Je ne pense pas que le Bénin puisse être accusé d'actes hostiles individuels alors qu'il n'a rien fait d'autre que d'appliquer la décision de la CEDEAO. J'ai entendu beaucoup de gens raconter que le Bénin aurait pu ne pas, comme l'histoire fait que nous sommes des peuples très mélangés, que la géographie fait que le port de Cotonou était celui du Niger. Absolument. Donc le Bénin pouvait ne pas s'aligner sur oui, les sanctions de la CEDEAO. Et fait mais comme vous savez que le Nigeria aussi aurait pu ne pas. Parce que le Nigeria, toute la frontière nord du Nigeria, elle le partage avec le Niger. Et de part et d'autre, c'est les mêmes peuples à Oussa. Donc le Nigeria aussi aurait pu invoquer les mêmes arguments pour dire qu'il n'allait pas le faire, mais pourtant ils l'ont fait. Pourquoi? C'est soit on est dans la CEDEAO et on respecte les règles communes, ou on n'y est pas et puis on ne respecte pas les règles communes. Je pense que c'est vraiment... c'est pas très sympathique et très honnête d'accuser le Bénin d'avoir appliqué une décision collective. Ça, je pense que on peut ne pas aimer telle ou telle autre personne, mais franchement, sur les faits purs, voilà, je pense qu'on a tort de penser que le Bénin a eu ça. Et puis, suite au refus donc, du Niger de rouvrir sa frontière avec le Bénin, Patrice Talon a décidé de bloquer l'exploitation du pétrole nigérien. Patrice Talon a-t-il raison de prendre une telle décision? Je ne comprends pas bien votre question. Est-ce qu'il a raison juridiquement? Est-ce qu'il a un fondement juridique ou vous voulez parler de politique? En termes d'enjeux politiques et même juridiques. Voilà, non, je pense qu'il faut les prendre les uns après les autres parce que sur le plan juridique, par exemple, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup des commentaires. On considère qu'il y a un accord entre le Bénin dont l'article 3 interdit de poser des actes qui empêcheraient... oui, c'est vrai, mais l'acte posé par le président de la République a un fondement juridique. Et c'est ce qu'on appelle en droit international les contre-mesures.
C'est-à-dire que lorsque vous êtes, là c'est dans le droit international général, bien évidemment. D'ailleurs, si vous prenez votre Google, si vous payez pour 200 francs de forfait, vous faites les contre-mesures en droit international public. Et vous verrez ce que ça veut dire. C'est une disposition qui permet en droit international de prendre des mesures pour obliger. Ça permet à un État A de prendre des mesures pour obliger un État B qui lui-même a pris des mesures en violation du droit international pour le ramener à respecter le droit international. Et dans le cas d'espèce, en maintenant les frontières au-delà des décisions de la CEDEAO, évidemment, le Niger viole allègrement les dispositions pertinentes du traité de l'UEMOA, qui, en son article 4 et 92, prévoit la libre circulation des personnes et des biens. Ces mêmes dispositions se retrouvent dans le traité révisé de la CEDEAO, la libre circulation. À l'évidence, le maintien des frontières du Niger fermées est une violation flagrante de ce droit internationalement reconnu. En conséquence, lorsque l'État béninois prend une décision en violation de l'accord, en violation a priori de l'accord, mais pour amener le Niger à revenir sur la violation que lui-même a posée avant le Bénin, ça s'appelle de la contre-mesure et c'est prévu par le droit international public et donc on ne peut pas accuser le Bénin d'avoir violé le droit. Donc je voudrais que ce point-là soit fait et je renvoie tous les curieux de cette question à Google et non juste qu'à faire contre-mesure en droit public international, ils verront de quoi je parle. Ça, c'est sur le plan juridique. Donc, on ne peut pas accuser le Bénin d'avoir violé l'accord bilatéral entre le Niger et le Bénin sur ce transport du pétrole nigérien. Maintenant, sur le plan politique, évidemment, l'objectif, il est contenu dans le raisonnement juridique. Puisque la CEDEAO dit lever les sanctions, réouvrir les frontières. Le Bénin a réouvert. Et c'est à ce moment-là que le Niger dit « je ne veux pas ». Donc, en prenant cette décision, c'est pour que, et le président de la République a très bien fait de le rappeler dans son intervention, que c'est pour amener le Niger à réouvrir sa frontière. Et donc, on espère simplement qu'avec cette mesure, le Niger réouvrira ses frontières parce qu'il en va de l'intérêt de tous les deux pays et au-delà, donc le Nigeria et probablement même d'autres pays de la sous-région. Je pense par exemple aux Ghanéens qui vont acheter des oignons au Niger et qui passent par notre pays en camion. Après ça, j'estime que oui, comme il y a malgré tout une crise, que si sur le plan juridique on ne trouve pas de solution, on va sur le terrain politique. Et c'est peut-être là que je pense qu'il y a encore des efforts à faire au niveau des deux États. Si aujourd'hui le président de la République, parce que je crois avoir entendu ça dans son interview, insistait davantage sur la dimension formelle des relations étatiques, je pense qu'il est vrai, malheureusement, qu'il y a également souvent ou parfois une dimension informelle. C'est-à-dire qu'au lieu que les États se parlent par ministère des Affaires étrangères interposé, il peut arriver qu'on identifie des relations privées. Et ça repose la question des acteurs des relations internationales. Heureusement, il n'y a pas que les États dans les relations internationales. Il y a beaucoup d'acteurs, parfois privés, qui peuvent, dans bien des cas, aider à réconcilier des acteurs étatiques. Donc, j'estime que dans l'intérêt aussi bien du peuple béninois que du peuple nigérien et au-delà des peuples de la CEDEAO, il est souhaitable que cette crise s'achève au plus tôt. Et si au besoin,
on doit passer par de la diplomatie informelle. Moi, je vais vraiment inciter aussi bien le chef de l'État du Bénin que le chef de l'État du Niger à laisser tomber la dimension formelle et pourquoi pas se plier au jeu de la diplomatie parallèle. L'essentiel étant de sortir de cette crise. Et vous pensez vraiment qu'avec une telle décision, on peut amener les autorités du Niger à la table des négociations? Oui, bien sûr. Je ne pense pas qu'il y ait des situations irréversibles. Ça n'existe d'ailleurs pas dans la vie privée des individus, a fortiori dans celle des États. Il est évident que parfois il y a des crises qui virent à la guerre. On a eu la Première Guerre mondiale, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a eu avant ça la guerre des 100 ans, la guerre des 30 ans, etc. Il y a eu plein de guerres à cause des relations exécrables. Je suis convaincu que le Bénin et le Niger n'arriveront pas à la guerre. Mais c'est vrai que la médiocrité des relations actuelles mérite qu'on sorte de là au plus tôt. Et j'ai bien compris, en tout cas, du côté du Bénin, le chef de l'État l'a répété, si les Nigériens sont prêts, dès ce soir ou dès demain, lui-même est prêt. Donc je pense qu'il n'y a pas... de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de sortir de la crise, tôt ou tard. Alors à quoi ça sert de le faire plus tard, si on peut le faire plus tôt? Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison. Vous l'avez évoqué il y a un instant, le Niger accuse le Bénin d'abriter sur son territoire des espions, des mercenaires, dans le but de mener une attaque sur le Niger à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes député. Comment vous prenez cette accusation? Non, je pense que ce n'est pas une accusation nouvelle. Et j'ai le souvenir que des collègues de l'Assemblée nationale avaient déjà posé une question au gouvernement sur ce sujet. Lorsque l'information a fuité, je pense que nos collègues, les démocrates, ont adressé une question au gouvernement. Et je crois que dans la foulée, on a eu la réponse venue des officiels, puisque j'ai le souvenir, probablement même sur votre chaîne, je crois, il y avait le chef d'état-major de l'armée française qui était de passage à Cotonou, et les journalistes lui ont posé la question. Et il avait répondu qu'il n'y avait pas de base permanente. Voilà. Ce qui laissait suggérer qu'il y avait une présence militaire. Mais le problème n'est pas là. Je pense que les Nigériens ne peuvent pas dicter aux Béninois avec qui ils devraient avoir des relations. C'est ce qui semble poser comme condition d'ailleurs il faut leur demander, pour une normalisation des relations. Oui, mais demandez-leur. Hier, quand les Français étaient chez eux, est-ce que le Bénin a jamais demandé au Niger de sortir les Français du Niger? Hier, quand les Américains étaient chez eux, est-ce que le Bénin a jamais fait l'outrage au Niger de dire que sa sécurité est menacée par la présence des Américains au Niger? Non. À l'évidence, on ne peut pas imposer à ses voisins le choix de ses collaborateurs. C'est comme si demain, le Bénin disait notre sécurité n'est plus garantie parce que le Niger est rentré en relation avec la Russie. Vous croyez que ce serait du goût des Nigériens d'entendre ça? Ils ont le droit de travailler avec les Russes. Mais nous, on a aussi le droit de travailler avec qui on veut. Donc, je crois que cet argument n'est pas recevable. Mieux, contrairement à ce que les gens disent, est-ce que vous savez que la coopération entre la France et le Nigeria est encore plus abondante que la coopération entre le Bénin et la France? Manifestement, le pouvoir nigérien ne le sait pas. Sinon, ce n'est pas la frontière du Nigeria qu'ils vont ouvrir. Si les Français constituent une menace pour le Niger, banco, ils sont en France, ils sont au Nigeria. Ils vont dire au Nigeria, pourquoi ne pas dire au Nigeria de virer les Français qui sont là, qui exploitent le pétrole dans le delta du Niger? Pourquoi ils ne leur disent pas de partir alors que il y a des soupçons vieux des années 60 de la France dans le rôle de la guerre contre le Biafra, entre le Biafra et le pouvoir central? Non, je pense que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, probablement c'est un alibi pour cacher les vraies raisons. Peut-être qu'il y a d'autres raisons. Mais s'ils ne le disent pas, on ne peut pas réparer. S'ils ne l'énoncent pas clairement au pouvoir béninois,
béninois ne pourra pas régler. Mais si on dit juste que c'est parce qu'il y a des Français au Bénin, là, c'est une ingérence grave dans les affaires intérieures du Bénin. Il ne revient pas au Niger de se prononcer sur les partenaires que le Bénin doit choisir. Donc, je pense que si c'est sur ce terrain-là, autant dire qu'ils n'ont pas envie de régler le problème aujourd'hui. Mais je pense que ça doit être un alibi. Et comme malheureusement c'est un alibi avancé officiellement, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que, à mon sens, de privilégier la diplomatie informelle. Peut-être qu'elle apportera plus vite et plus rapidement des réponses que si on reste bloqué dans ce schéma où, évidemment, le reproche relève d'une atteinte particulièrement grave à la souveraineté du Bénin. On ne peut pas demander ça au Bénin. Aujourd'hui, les relations sont tendues, c'est un fait. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Non, mais c'est ce que je dis. Il faudrait, de toute façon, dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Le président avait annoncé avoir envoyé son ministre des Affaires étrangères. Qui n'avait pas été reçu. Oui, je pense qu'il faut en tirer les conséquences. Ils ne l'ont pas reçu, ils ne vont pas le recevoir demain. Donc, je pense, si j'ai un conseil à donner au président de la République, c'est de privilégier pour une fois une diplomatie informelle. Je pense qu'il y a d'autres acteurs que nous pouvons contacter valablement, qui puissent les remettre à la table de négociation. De toute façon, c'est ce que je vous disais tantôt, tôt ou tard, les relations vont se normaliser. Alors, pourquoi tard? Pourquoi faire tard ce qu'on peut faire tôt? C'est tout. Maintenant, comment faire pour y arriver? Quand au sommet, on n'arrive pas à se parler, on passe par le bas. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est ça. Lorsque, par exemple, si j'étais votre ami intime et que surgissait un problème entre vous et moi, on va chercher la meilleure personne capable de vous parler, soit c'est votre mère, soit c'est ma mère, soit c'est votre épouse, soit c'est mon épouse. Voilà, on trouve des solutions intermédiaires. Et moi, je pense que dans le cas d'espèce, avec le blocage constaté au niveau du sommet, il faut chercher des intermédiaires beaucoup plus, je vais dire, plus acceptables, aussi bien pour les uns que pour les autres. Moi, j'ai une petite idée, mais bon, ça... On aurait pu faire cette option avant de prendre la décision de blocage du pétrole, vous ne trouvez pas? Non, parce qu'on ne pensait pas qu'après avoir annulé, disons, les décisions de la CEDEAO, que le Niger allait persister. Qui pouvait prévoir que le Niger, le Bénin et le Nigeria ont fermé leurs frontières, que les deux, sur décision de la CEDEAO, l'ont réouverte, et que parmi les deux, le Niger dise qu'il va réouvrir avec le Nigeria et pas avec le Bénin. Personne ne pouvait le prévoir. Personne. Et donc, il s'est déroulé il s'est passé au moins 2 mois. Un peu plus de 2 mois quand même. Et ce n'est qu'après que le Bénin s'est retrouvé devant les faits accomplis. Au nom de quoi, pendant 2 mois, on ne rouvrirait pas la frontière avec le Bénin? Pourquoi? Qu'est-ce que le Bénin a fait? Et quand on évoque justement la question de la sécurité ou de la présence française, je viens de vous dire, ça paraît tellement injustifié, difficilement soutenable, qu'on se dit non, il y a un autre problème. Mais s'ils ne le disent pas, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas inventer. Et donc, on est obligé de travailler avec la version officielle. Ce qu'on reproche aussi au Bénin, et qui certainement a créé la crise de confiance et les prises de position trop belliqueuses dans cette crise entre le Niger et la CEDEAO. Nous avons entendu des discours. Non, je continue, je persiste. Intervention militaire, oui, d'accord, mais ça, c'est la CEDEAO. En fait c'est ça le vrai. Vous venez de toucher au problème. Ce qu'on reproche au Bénin, en fait, il y a la CEDEAO qu'on devrait le reprocher. La crise nigérienne nous a fait toucher du doigt les faiblesses de la CEDEAO. Mais au lieu de s'attaquer aux faiblesses de la CEDEAO, on s'attaque au Bénin. Ce n'est pas le Bénin qui a décidé tout seul. Et puis, comme je vous ai dit, les pays du front, c'est le Mali, le Burkina, le Bénin et le Nigeria. Peut-être que si c'est le Sénégal qui était frontalier, le Sénégal aurait fermé aussi.
Peut-être que si le Ghana était frontalier du Niger, il aurait fermé. Peut-être que si le Togo même, qui aujourd'hui n'a pas respecté, peut-être que s'ils avaient été frontaliers, ils auraient eu une attitude différente. Donc à partir de ce moment-là, je trouve que c'est pas juste en fait. C'est pas juste de faire reposer sur le Bénin la responsabilité de la CEDEAO. Le Bénin, ce n'est pas la CEDEAO. Le Bénin n'a fait qu'appliquer une décision collective. Ils sont 14 chefs d'État. 14. Même s'il y avait déjà le Mali, la Guinée et puis le Burkina sous embargo, au moins les 11 collectivement ont décidé de la chose. À partir de ce moment-là, franchement, le mot le plus faible que je trouve pour le dire, c'est le mot juste. Ce n'est pas juste de faire porter au Bénin la responsabilité collective de la CEDEAO. Pour moi qui suis béninois, je ne voulais pas personnaliser le débat, mais pour moi qui suis béninois, ça me pose un problème. À la limite, je ne l'accepte pas. Je trouve que ce n'est pas juste. Si vous avez des choses à reprocher à la CEDEAO, c'est notre organisation commune. Elle est faible, elle a des manquements, je suis le premier à les dénoncer, travaillons à les relever. Ce n'est pas normal, par exemple, qu'on ait le sentiment de 2 poids 2 mesures. Le Burkina n'a pas été sanctionné de la même manière que le Mali ou le Niger, par exemple. Et la Guinée n'a pas été sanctionnée de la même manière que le Niger. Donc ce n'est pas un problème du Bénin. Et vous avez vu dans la crise guinéenne, on n'a pas beaucoup parlé du Bénin parce qu'on n'est pas frontalier. Par contre, on a beaucoup parlé de l'attitude du Mali, comme on a parlé de l'attitude de la Guinée vis-à-vis du Mali. Pendant la période du Mali sous embargo, on continuait d'aller à Bamako sans aucun problème en passant par Conakry. Voilà. Ça, c'est des problèmes qui révèlent la faiblesse de la CEDEAO. Il ne faut pas que le Bénin soit considéré comme le bouc émissaire de la CEDEAO. Nous avons des faiblesses collectives, asseyons-nous pour les régler, mais arrêtons de faire porter au Bénin tout seul le chapeau d'une responsabilité collective. Ça n'est pas juste. Voilà, une fois de plus. Professeur Victor Tokpanou, nous allons finir cet entretien avec une dernière question. Selon vous, de quoi sera fait l'avenir entre les deux pays, le Bénin et le Niger? Ils vont s'embrasser à nouveau, tôt ou tard. On est condamné par l'histoire et en plus on est condamné par la géographie. Il y a des pays qui ne sont condamnés que par l'histoire, alternativement d'autres par la géographie. Mais nous, c'est et l'histoire et la géographie. Que vous voulez qu'on fasse d'autre? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Merci à vous, professeur Tokpanou. Je rappelle que vous êtes universitaire, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, et aujourd'hui député du parti Union progressiste, le Renouveau à l'Assemblée nationale. Merci de votre disponibilité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision. Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
Le 5e recensement général de la population et de l'habitation RGPH5 plus que jamais en marche. Après la phase pilote de la cartographie à Cotonou, Kobe et Parakou, les agents cartographes du RGPH5 sont actuellement dans les 74 autres communes de notre pays. La finalité de la cartographie censitaire est de découper les villages et quartiers de ville en de petites portions appelées zones de dénombrement ZD. Merci de contribuer à la réussite du RGPH5 en accueillant chez vous les agents cartographes et en répondant en toute franchise aux questions qu'ils vous poseront. La consolidation des actions de développement en faveur de nos communautés en dépend. Téléphone 42 22 22 22. RGPH5, je compte pour l'avenir. Lamine Zen n'y est pas allé par 4 chemins. Le Premier ministre de la Transition au Niger persiste sur les accusations de la présence de bases militaires françaises au Bénin. Une sortie en réplique aux explications données par le chef d'État béninois à la suite de l'interdiction des eaux du Bénin aux navires pour l'exportation du pétrole nigérien. Que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et militaires